Merci, Monsieur le Président et mes chers collègues. Merci de nous accueillir avec Marie Tamarel-Verreg et de nous écouter, présenter le rapport, évaluer l'école pour la réussite de tous, qui a été donc un rapport qui a été rédigé au sein du comité d'évaluation et de contrôle et qui porte sur l'organisation de la fonction d'évaluation du système éducatif, pour lequel d'ailleurs le comité avait demandé l'assistance de la Cour des comptes. L'importance des ressources budgétaires consacrées à l'éducation nationale, leur croissance, rendent indispensable une appréciation fine et contextualisée de la valeur de notre système scolaire. Cette information devant être accessible à la fois aux citoyens, mais aussi aux familles. Or, on ne peut qu'être interpellé par le décalage entre le budget de l'enseignement scolaire, 72 milliards d'euros pour 2019, et celui consacré à son évaluation, à peine plus de 3 millions d'euros, même si je note qu'en 2019, ce sera 1 million supplémentaires qui ont été votés par le Parlement. Notre rapport qui s'appuie sur l'audition de 61 acteurs de terrain, enseignants, chercheurs, syndicalistes, responsables d'administration, inspecteurs, formule 12 propositions articulées autour de 3 axes. Premier axe, les outils nationaux d'évaluation du système scolaire et de ses agents doivent être renforcés. Deuxième axe, les outils locaux doivent aider les élèves et les établissements à progresser. Troisième axe, la simplification et la mise en cohérence des instances ministérielles chargées de l'évaluation doivent être engagées. Aujourd'hui, l'appréciation de la valeur du système scolaire ne peut être vraiment réalisée en raison du manque de cohérence des outils de mesure des apprentissages des élèves. Ainsi, les évaluations repères mises en œuvre à la rentrée 2018 pour mesurer les compétences en français et en mathématiques des élèves de CP, de CE1 et de 6e sont très utiles, mais en décalage avec l'organisation des cycles pédagogiques, car le cycle 3 débute par la classe de CM1 et le cycle 4 par celle de 5e. La logique des cycles, qui vise à donner aux élèves le temps d'atteindre en 3 ans les objectifs fixés à la fin de chaque cycle, n'est pour l'heure pas prise en compte par des tests standardisés du ministère. En outre, les acquis des élèves sont évalués de manière morcelée. Ainsi, chaque année, en comptant les enquêtes des organisations internationales, une quinzaine d'évaluations sont conduites, mais seul un petit nombre d'entre elles se réfèrent à la mesure des connaissances et des compétences du socle commun. L'objectif premier de la scolarité obligatoire, c'est le socle commun. La plupart poursuivent en effet un tout autre objet, comme la maîtrise des programmes scolaires, ce qu'on appelle par exemple le dispositif CEDRE, ou les performances en lecture, testées par exemple lors des journées défense et citoyenneté. Contemporainement à ça, en fait, les évaluations en classe reposent sur une logique négative. Vous le voyez d'ailleurs avec le petit tableau là qui vous est présenté. Pour exemple, on peut prendre la quatrième ligne où les enfants disent au fond que quand le professeur et les parents se rencontrent, eh ben, c'est pas vraiment cool quoi. Hein, donc ça note bien la culture qui habite notre évaluation, qui est basée sur une notation chiffrée, qui est basée sur du classement, qui est basée sur une hiérarchisation de ce fait des filières. On évalue en creux. On évalue d'abord ce qui ne va pas, on dit peu de choses sur ce qui va bien. En plus, il n'y a pas vraiment de barème commun. Donc la notation n'est pas forcément très fiable. Il n'y a pas de coopération véritablement possible entre les enseignants. Voilà, donc tout ça pose beaucoup de questions et il n'y a pas non plus d'auto-évaluation. Parallèlement à ça, par rapport à ce qui consiste entre l'évaluation des personnels, eh ben, c'est pareil, elle n'est pas réellement finalisée. Il y a une véritable question sur l'amélioration de l'évaluation des enseignants, qui s'est faite avec le PPCR, parce que bon, il n'y a plus de notation, on met fin au dispositif qui était vraiment centré que sur les programmes, mais contrairement à l'évaluation précédente, il y a cependant seulement 3 rendez-vous
sur cet accompagnement, plus riche puisqu'il y a à la fois l'inspecteur qui intervient, le chef d'établissement, il y a aussi un entretien. Enfin bon, on voit qu'on élargit quand même les choses avec cette grille aussi de 11 compétences, mais il y a encore des questions en suspens. Et puis, il n'y a pas vraiment d'échange sur une longue période avec les inspecteurs. Pareil au niveau des avancements. C'est très très encadré, c'est très normé. Et enfin, sur tout ce qui touche à la responsabilité des chefs d'établissement, eh bien, il faudrait déjà que leur responsabilité soit mieux définie, ce qui est le cas d'ailleurs dans certains pays étrangers qui ont beaucoup avancé sur ce domaine. Et enfin, il n'y a pas de grille d'évaluation pour les chefs d'établissement chez nous, que ce soit au collège comme dans les écoles primaires. Et il y a la vraie question d'ailleurs qui a été évoqué par un précédent rapport sur la place et les missions du directeur d'école. Alors, l'évaluation des établissements, chez nous, c'est presque inexistant. Il y a très peu de choses. Alors que dans l'Europe, comme je l'évoquais précédemment, il y a eu vraiment un développement de cette approche de la culture d'évaluation d'établissement. Certains pays même en ont fait la modalité d'évaluation concernant leur système éducatif. En France, quelques initiatives académiques qui ont démarré en 2000, mais ça reste encore succinct et ça suscite la méfiance. Pourquoi ? Parce qu'on est dans cette culture d'évaluation plutôt négative et que donc le mot évaluation fait peur. On a peur que dans l'évaluation de l'établissement, d'autres choses soient mises en cause et en particulier les personnes qui y travaillent. Et d'autre part, les chefs d'établissement ont le sentiment d'avoir une évaluation permanente. On leur demande tout type d'évaluation, que ce soit pour les CEPOM, que ce soit pour le conseil d'administration. Donc, il y a une certaine saturation. Le risque, si on ne fait pas vraiment une évaluation correcte des établissements, c'est que l'évaluation, elle va se faire ailleurs, elle va se faire sur le trottoir. Et que c'est le bouche à oreille, c'est les rumeurs, c'est l'approximation qui risque de ne pas mettre en évidence, voire de dévaloriser le travail des établissements et qui concourt là aussi à du classement de toute façon, mais dans de mauvaises conditions. Donc vraiment cette reprise d'une culture de l'évaluation positive et de confiance, là aussi va être un pilier fondamental dans ce que peut être construit dans l'évaluation des établissements. Nous en venons à nos propositions. Alors, quelles sont nos propositions ? Il nous semble d'abord que la mesure nationale des connaissances et des compétences des élèves doit être régulière et centrée sur le socle commun. En outre, cette mesure doit répondre à une finalité pédagogique. Quelle est la finalité pédagogique ? C'est d'aider les élèves à progresser dans leurs acquis. Tel est l'objectif des évaluations repères, mises en place au primaire et au collège, et qui vise à permettre aux enseignants de CP, de CE1 et de 6e d'établir le profil des élèves accueillis et d'adapter ainsi, par rapport aux besoins constatés, leurs pratiques pédagogiques. Nous estimons toutefois que la vocation pédagogique des évaluations nationales serait mieux assurée si, d'abord, les enseignants étaient associés en amont et en aval aux évaluations, si les évaluations tenaient compte des cycles du primaire et du collège, et si les enseignants pouvaient s'appuyer sur un réseau de personnes ressources susceptibles de les aider à concevoir l'accompagnement le plus adapté pour les élèves dont les acquis se révèlent fragiles. C'est ce qu'on a appelé, nous, le service d'aide post-évaluation. Par ailleurs, les résultats des évaluations nationales doivent être contextualisés et ne pas être instrumentalisés à des fins autres que pédagogiques. Les résultats des évaluations ne doivent pas conduire, par exemple, à émettre un jugement sur la qualité des enseignants et des établissements. Des travaux universitaires ont souligné les effets pervers de telles évaluations, ou servir au pilotage de l'allocation des moyens, cette mesure risquant de transformer la procédure d'évaluation en outil de mise en concurrence des établissements. S'agissant de l'évaluation de la performance du système scolaire, les études sur échantillons du ministère, comme le dispositif CEDRE ou les panels d'élèves, nous paraissent pertinentes pour mesurer de manière fine et régulière cette efficacité. Qu'il s'agisse d'évaluation globale de l'efficacité des écoles et des collèges, ou de l'étude de réformes précises, par exemple le dédoublement des classes en CP dans les REP+. La méthodologie employée apparaît pertinente
et suffisante pour éclairer les praticiens de l'éducation, comme les citoyens, le gouvernement ou le Parlement. Dans cette fameuse culture de l'évaluation, il nous semble important d'y associer d'autres compétences que le seul acquis des connaissances, voilà. Et notamment, on va y revenir tout à l'heure sur les compétences psychosociales et civiques. Pourquoi ? Parce qu'on veut passer d'une évaluation des apprentissages à une évaluation pour les apprentissages. Qu'est-ce qui favorise ? Qu'est-ce qui permet effectivement d'avancer dans les apprentissages et qu'est-ce qui sous-tend un processus d'apprentissage ? Voilà. Alors, ce qu'on appelle l'évolution positive et formative devrait reposer sur plusieurs outils, notamment sur les corrections qui font ressortir les progrès, sur une autre façon d'appréhender l'erreur, avoir le temps de recommencer, de réessayer, d'analyser son erreur, par des recours à des séquences expérimentales. Hein. On expérimente pour avancer. Sur de la co-évaluation par les pairs, sur de l'auto-évaluation. Et tout ça pour déclencher en fait une aide pédagogique et des méthodes de travail adaptées. D'autres pans de construction des élèves nous paraissent aussi intéressants. C'est le cas d'ailleurs du portfolio de l'élève qui remet en évidence tous les travaux individuels et collectifs qui ont été élaborés par les enfants. Et puis ces fameuses compétences psychosociales, c'est un peu un gros mot. Ça fait plus de 30 ans maintenant que ça a été mis en avant, et notamment dans la prévention, et qui ne sont pas suffisamment, voire pas du tout évaluées. Qu'est-ce que c'est les compétences psychosociales ? C'est au fond la capacité, c'est le savoir-être, résumé, la capacité d'analyse, la capacité critique, la capacité de communiquer, la confiance en soi, et je vous en passe. Et tout ça qui sont des facteurs très puissants dans la réussite des enfants. Donc tout ça, effectivement, nous paraît devoir reconnu. Et il y a l'application Folios aussi, qui justement met en évidence encore plus loin, en extrascolaire, tout ce que les enfants ont engagé dans leur vie comme activité, qui concourent au fond à leur construction. Là aussi, un livret citoyen en la matière devait être mis en place, remis aux élèves pour mettre en valeur tout ça. Bon, ça a l'air d'être toujours en attente. Voilà. D'autre part, un axe fondamental, c'est la formation des enseignants à l'évaluation. Pour mesurer toutes ces compétences que je viens de vous décrire là, il faut d'abord les connaître. Moi, je peux vous dire qu'en tant que médecin scolaire, ça a été difficile de se rendre compte que c'était des compétences indispensables. Et puis, l'évaluation en elle-même qui doit être au cœur de la formation des enseignants, connaître les différentes formes d'évaluation, qu'on se forme aussi en évaluant et que donc lors des stages, il faut que ça soit aussi dans la formation et que certaines formes d'évaluation sont beaucoup plus favorables que d'autres à l'apprentissage. Voilà. Deuxième focus, qui fait un peu écho à ce que je viens de vous dire, c'est le bien-être à l'école. Le bien-être à l'école, c'est un facteur de réussite scolaire. Il n'y a pas que emmagasiner des connaissances, ça on le sait tous, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles ça peut se faire. Et ce bien-être de l'élève est à la fois important, mais il est aussi mesurable. D'ailleurs, le CNESCO s'est penché sur le sujet et a fait un rapport sur la qualité de vie à l'école. Ce qu'on note là sur les graphiques, vous le voyez, c'est que la satisfaction scolaire décroît tout au long de la scolarité. Et ça, c'est une vraie question. Hein. La perte d'appétit, la perte de confiance, la perte d'envie aussi d'apprendre, ça c'est un vrai questionnement. Et donc, ce fameux bien-être des élèves est une clé par rapport au goût des apprentissages. Et qu'est-ce qui va le favoriser ? Évidemment, plein de facteurs, mais notamment tout ce qui encourage la coopération entre les enseignants, mais aussi entre les élèves, qui établit des relations positives, tout ce qui concourt aussi avec les autres professionnels de l'établissement à créer des liens entre les enseignants, mais aussi les parents, la multiplicité, au fond, des relations et des relations construites dans la confiance. Tout ça, où est-ce que ça peut voir le jour ? Il y a quand même plusieurs instances qui existent. Hein. Il y a le conseil d'école, là où est élaboré le projet d'école, où tous les acteurs sont réunis. Il y a le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté, qui est aussi un lieu où on peut partager et travailler ensemble de façon globale. Et puis, il y a les conseils de la vie collégienne, de la vie lycéenne. Encore faut-il que ces instances soient de véritables instances vivantes.
L'évaluation des personnels, doit être aussi ajustée. Il y a la question de la valorisation des enseignants qui s'investissent et qui s'engagent. Hein, est-ce que c'est reconnu quand je m'engage, quand je m'investis dans mon travail? Et ça ne peut se faire que par un accompagnement, à notre sens, renforcé par rapport aux seuls 3 rendez-vous prévus dans la carrière, des évaluations intermédiaires, où on fait le point et effectivement où les compétences sont mises en avant et qui permettent d'ailleurs d'améliorer ce qui doit l'être. L'accès au grade aussi, ça c'est une façon de reconnaître la qualité des enseignants, mais il n'y a pas forcément que l'aspect financier de reconnaissance, il y a aussi, face aux compétences reconnues à ces enseignants et à leur expérience, la possibilité d'évoluer dans son travail, de devenir des formateurs, d'avoir une carrière qui évolue sur d'autres possibilités que le seul enseignement. L'évaluation, ça doit être le pivot de la direction des établissements. C'est en le confiant au directeur d'école la possibilité de mettre une mission de co-évaluation avec les enseignants. C'est en évaluant les compétences professionnelles des directeurs d'école et des établissements à partir de référentiels qui permettra, au fond, d'élaborer en concertation avec leurs représentants ce que peut être leur évaluation. Enfin, mettre en place l'évaluation des établissements. Elle doit se référer cette évaluation aux ambitions de sa communauté. Elle se compose pour nous de deux angles, à la fois une évaluation interne, complétée par une évaluation externe, pour améliorer, in fine, les conditions d'apprentissage. Voilà, articuler auto-évaluation et évaluation externe de tous les établissements, au moins tous les 5 ans. Pourquoi ? D'abord parce que c'est l'auto-évaluation qui va être le premier élément à prendre en compte. Les établissements s'approprient leur évaluation, ils la co-construisent. Alors bien évidemment, elle ne peut pas que se construire sur leur propre auto-évaluation. C'est pour ça qu'il faut une évaluation externe, composée de différents représentants, différents experts. Ça peut être des anciens directeurs d'école, ça peut être des anciens enseignants, mais aussi des anciens élèves, des parents, voilà, toutes sortes de professionnels et aussi des chercheurs dans le domaine. Voilà. Donc ces deux articulations permettraient effectivement d'avoir confiance dans l'évaluation qui est conçue pour l'établissement et lui permettre d'être un véritable outil de pilotage. Pour cette confiance, il faut déjà que les règles soient connues à l'avance, il faut que les objectifs de l'évaluation soient définis. Voilà, un certain nombre de ces facteurs qui permettent effectivement de faire de cette évaluation des établissements un véritable outil de pilotage. Et dans cette évaluation des établissements, il y aura bien évidemment aussi le bien-être des élèves et des enseignants. Parce qu'il faut que tous les acteurs soient en pleine, en véritable confiance et en véritable, j'allais dire, état de bonne santé dans tous les éléments, dans tous les facteurs que cela peut composer pour qu'il y ait cette osmose qui puisse se faire. Alors, qu'est-ce que devrait prendre cette évaluation des établissements ? Bien sûr, les résultats scolaires, le climat et la vie scolaire, comme je viens de l'évoquer, les relations entre les différents acteurs et aussi la gouvernance. Quels sont les rapports entre direction d'établissement et les personnels ? Quels sont les modes de fonctionnement des instances décisionnelles ou consultatives ? Voilà, tous ces éléments-là, effectivement, doivent être pris en compte. Enfin, il faut effectivement que cette auto-évaluation soit appropriée par les acteurs, d'où ce que je vous expliquais tout à l'heure, à la fois ces deux évaluations et à la fois, une fois que l'évaluation est construite, un temps d'échange contradictoire. On se réapproprie l'ensemble de ces observations pour les faire siennes et aussi les critiquer. Pour conclure, les outils d'évaluation du ministère devraient être regroupés, comme le montre notre schéma, dans 2 catégories. L'une centrée sur la mesure de la performance, l'autre sur le développement professionnel au sein des écoles et des établissements. Le premier pôle serait donc centré sur la mesure de la performance du système scolaire.
cette catégorie d'outils rassemblant toutes les évaluations sur échantillons. Les évaluations de la direction de l'évaluation et de la prospective, mais aussi les évaluations pilotées par les organisations ou les associations internationales. Dans la perspective de la mise en œuvre de ces propositions, nous proposons des évolutions relatives à l'organisation de l'administration centrale de l'éducation nationale. Nous estimons en particulier que la DGESCO, la Direction générale de la vie scolaire, ne devrait plus être juge et partie et donc exercer de missions d'évaluation, et que les deux inspections générales, l'IGEN et l'IGAENR, devraient fusionner pour créer un nouveau service que nous avons appelé le Conseil général de l'enseignement et de la recherche, CGER. Cette dénomination permettrait de ne plus employer un terme inspection qui se réfère trop au contrôle administratif et soulignerait ainsi la mission d'accompagnement et d'évaluation des établissements scolaires, universitaires et de recherche. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire apparaît aujourd'hui comme une institution inachevée. Il faut conforter à la fois les missions et les moyens du CNESCO. S'il a su innover en matière de méthodologie, il ne dispose pas de moyens juridiques et budgétaires pour piloter la fonction d'évaluation au sein du ministère. Or, nous défendons le principe d'une plus grande cohérence et d'une coordination renforcée des acteurs ministériels ayant un rôle en matière d'évaluation et aussi une indépendance de cette instance. Nous proposons donc que le Conseil établisse un programme pluriannuel d'évaluation qui s'impose à l'ensemble des acteurs chargés de cette mission, la direction de l'évaluation de la prospective, les inspections générales, le service statistique académique. Nous proposons aussi que le Conseil propose la répartition entre les différentes entités compétentes de l'éducation nationale des moyens alloués à l'évaluation. Nous proposons que le Conseil soit consulté lors de l'élaboration de nouveaux outils d'évaluation, comme les tests standardisés par exemple, ou du lancement d'évaluation de dispositifs pédagogiques, et aussi avant la publication des résultats, pour en certifier le respect des règles méthodologiques. Nous proposons enfin que le Conseil puisse mobiliser un réseau d'experts extérieurs au ministère de l'Éducation nationale et avoir accès aux données de la direction de l'évaluation et de la prospective, dont les compétences statistiques doivent être préservées et qui sont reconnues aujourd'hui au sein de l'éducation nationale. Enfin, les effectifs et les moyens de fonctionnement du Conseil national de l'évaluation du système scolaire devraient être augmentés. En conclusion, la fonction d'évaluation au sein de l'éducation nationale deviendrait, comme le montre le schéma que nous proposons, plus lisible, plus intelligible et plus cohérent. Toutes ces évaluations, je le rappelle, ayant pour finalité d'aider les adultes qui travaillent auprès des élèves à trouver les voies et les moyens qui permettent d'améliorer les conditions d'apprentissage et le bien-être scolaire. Merci beaucoup.